Bonsoir pour nous suivre et bienvenue à cette grande édition d'information sur nos antennes. Direction au siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI, où le chef de l'État Joseph Kabila a été lui-même en personne aujourd'hui en son siège pour vivre ce qui est par l'entremise du bureau central de coordination BESECO. Cette agence en a décidé sur le soumissionnaire qui sera retenu entre les deux restants à partir d'un dernier test prévu à Ngombe Matadi au Congo central et au quartier Upen à Ngaliema Kinshasa. Eric Izami, David Tembeni. Du panel de prétendants pour le matériel devant servir à enrôler les électeurs RD congolais estimés à 42 millions, il en reste deux, Djemalco et Supertac, sélectionnés par le bureau central de coordination, le BESECO. Au siège de la CENI, pendant que les responsables de cet organe technique de l'État s'activaient dans les explications des performances de l'un et l'autre soumissionnaire, le chef de l'État Joseph Kabila a fait son entrée. En effet, c'est une première. Le premier de tous les Congolais à visiter et vu de ses propres yeux ce qui est fait à la CENI et par la CENI. La présence du président de la République a été l'occasion pour Corneille Nangaa de lui faire l'état des lieux du processus électoral en cours en RDC. « 2016 reste une année électorale, mais c'est déjà le mois de mai. Est-ce cette visite est-elle l'hirondelle qui annonce le printemps électoral en RDC? Ça, l'avenir le dira. Et tous les Congolais en âge de voter d'ici et de la diaspora devra s'offrir une carte d'électeur à partir de juillet 2016 d'après la CENI en vue de constituer le nouveau fichier voulu crédible. Eu égard aux obstacles qui s'érigent sur la voie vers les élections et aux dissidences entre les différentes tendances politiques et RD congolaises, la plateforme Tous pour le Congo appelle le Congolais à la mobilisation en vue de construire un avenir meilleur. Suivez plutôt cette déclaration rendue par son président national, Willy Malinaye. Dans le cadre de l'édification de la nation congolaise tout entière, pour veiller au maintien de l'unité, de la paix et de la cohésion nationale, que la plateforme Tous pour le Congo se fait l'ultime devoir d'impliquer les Congolais de toutes les forces vives dans l'exaltante tâche de construire notre devenir collectif en lieu et place de cultiver les divergences d'opinion qui peuvent être à la base d'un blocage qui hypothéquerait les intérêts communs de la nation. Au regard du début d'une mutation de l'évolution démocratique que vient de connaître notre pays, à savoir l'organisation des élections démocratiques au cours de 2 mandats, alors qu'actuellement l'effectivité de la tenue d'un forum du dialogue politique national inclusif pose problème, notre plateforme s'inscrit dans l'approche de régénération et de mobilisation des énergies, tant celles du pouvoir, de la société civile ainsi que de l'opposition, pour répondre à l'invitation de notre hymne national, celui de bâtir dans l'unité un Congo plus beau et plus fort qu'avant. Tous pour le Congo tient à orienter toutes les tendances en vue de promouvoir la méritocratie au regard de la situation politique qui prévaut actuellement dans notre pays. Qu'un compromis devra être trouvé conformément au respect des pratiques démocratiques et à la Constitution que nous allons aspirer à un élan d'une organisation politique durable. Ce qui va prouver au regard du monde entier la détermination de tous les Congolais, de leur sens élevé de la conscience collective pour l'édification d'un Congo meilleur.
Chaque jour qui passe, l'on continue à assister impuissant devant les dédoublements de partis politiques. Cette fois, c'est l'Union nationale de fédéralistes du Congo, UNADEF, qui est concernée alors que ces partis a basculé il y a peu dans l'opposition. Une frange s'est désolidarisée et s'y réclame désormais de la majorité présidentielle. Reportage. Après l'ARC, le NSR, l'UNAFEC, l'ACO, le PDC, c'est maintenant l'UNADEF qui connaît une fronde en son sein. Certains, au cadre de ces partis politiques, disent avoir consulté la base et ont décidé de rentrer dans la majorité présidentielle. Nous, députés nationaux et provinciaux, délégués fédéraux et membres effectifs de l'UNADEF, réunis au sein du courant rénovateur, attendu que l'UNADEF, reconnu comme parti politique de la majorité présidentielle, est un regroupement de personnes physiques de nationalité congolaise partageant la même idéologie politique et le même projet de société, en vue de conquérir, d'exercer et de conserver démocratiquement et pacifiquement le pouvoir d'État. Considérant que le président national est incompétent pour décider seul de l'appartenance du parti à une plateforme, ni d'en sortir sous peine de nullité. Pareille décision relevant de la compétence exclusive de la Convention nationale, qui, en son absence, est remplacée d'office par les comités politiques nationaux CEPEN en sigle. Le dédoublement de partis politiques est devenu une vraie épine sous les pieds du ministère de l'Intérieur. Il est temps qu'il puisse tirer les choses au clair en cette année qualifiée électorale. Réponse du berger à la bergère. Les élus nationaux de l'UNADEF continuent de soutenir les patriarches honorables Charles Mwando Nsimba comme président de ces partis politiques. Leurs propos ont été recueillis par Ndaï Ilambouchi et Rigom Lopo. Nous, les élus nationaux de l'Union nationale des démocrates fédéralistes, UNADEF en cycle, dénonçons haut et fort avec la dernière énergie qu'un groupe de gens, notamment 2 députés nationaux qui avaient déjà quitté le parti depuis le mois de septembre 2015 et un secrétaire du cabinet de Christian Mwando puissent se réunir en vue de destituer le président national à la personne du patriarche honorable Charles Mwando Nsimba, président national de l'UNADEF. En plus, nous constatons qu'aucun membre du collège de fondateurs, aucun membre du comité politique national n'a pris part à cette odieuse déclaration. C'est pourquoi nous disons que l'UNADEF reste et restera unie et indivisible. Nous, les élus de l'UNADEF, réitérons notre fidélité et loyauté à notre président Charles Mwando Nsimba pour sa décision de défendre la constitution de la République démocratique du Congo et l'alternance politique en 2016. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Union nationale des démocrates fédéralistes UNADEF, que vive le G7, que vive l'alternance 2016 Yébela. UNADEF viva. Et rendons-nous dans la province du Nord Kivu où le gouverneur Julien Paluku vient de décider que le conseil de sécurité de cette province se tienne désormais dans les territoires de Beni. Notre correspondante Benita Zawadi a été jointe au téléphone par Laetitia Ngwadi. Mesures efficaces selon le gouverneur pour établir la paix dans cette contrée. Les autorités locales seront également associées à ce comité de sécurité. À son arrivée en territoire de Beni ce jeudi 5 mai, Julien Paluku note qu'une accalmie s'est fait sentir dans la région avant le massacre du 3 mai. Avec tous les membres du comité pour la sécurité,
les commandants régions, les services spécialisés, parce qu'il y a un événement qui s'est passé ici, notamment le carnage des alentours de Ringeti, au niveau de la province, qu'on ne pouvait pas rester en province alors qu'il y a un événement si grave qui s'est passé. Comme vous rappelez, à l'instar de ce que nous avons fait à Rutshuru, nous délocalisons momentanément les quartiers du Comité de sécurité à Beni pour que nous puissions nous associer aux autorités locales de manière à comprendre davantage ce qui se passe de nouveau. Parce que ça fait presque 5-6 mois qu'il n'y avait pas encore eu ce carnage de grande envergure comme ce que nous avons. Il y a quelques temps, la population commençait à jubiler, à dire que la situation a totalement changé. Mais cet événement qui est arrivé vient perturber cette quiétude. Voilà pourquoi nous sommes déplacés pour cette cause. Entre-temps, la société civile en territoire de Beni dénonce la négligence des FARDC dans la protection des civils dans la zone. Cette structure citoyenne dit se fier désormais qu'à une enquête parlementaire pour établir les responsabilités des uns et des autres. Elle a décrété une journée ville morte le même jeudi. Une façon de revendiquer la tuerie sauvage d'au moins 17 personnes et de biens terriblement endommagés en territoire de Beni cette semaine. Boutembo, Beni Tatouchavadi, Antenne A. Aujourd'hui au Sénat, nous sommes de retour dans la capitale. C'est la ministre nationale du portefeuille, Louise Munga Messozi, qui est venue s'expliquer à la suite de la question orale avec débat lui adressé par le sénateur Njoli Essengekeli au sujet des critères de mise en concession intégrée de port de Bouma, Matadi, Kinshasa et du chemin de fer de Matadi, Kinshasa. Honnête, Madame la ministre a fourni le maximum d'informations sur ce qui est fait au niveau du gouvernement pour redresser l'ex-ONATRA, aujourd'hui SCTP, avec plusieurs projets de construction du port et en eau profonde à Banana. Outre les questions de Joly, les autres sénateurs ont renchéri avec d'autres préoccupations dans d'autres entreprises de l'État et actionnaires CNCC, Congo Airways. C'est ainsi termes et délais ont été accordés à la ministre Louise Munga pour revenir lundi prochain afin d'éclairer le Sénat au sujet de toutes les préoccupations exprimées par rapport à l'ex-ONATRA et autres. Tony Cassius Bolamba préside désormais officiellement à la destinée de la nouvelle province de l'Équateur. La remise est reprise entre le tout premier gouverneur élu de l'Équateur reconfiguré et le commissaire spécial est intervenu le lundi 2 mai 2016 à Mbandaka, dans Moumad. Samedi 29 avril, Tony Cassius Bolamba signe son retour dans la ville de Mbandaka après un séjour de travail à Kinshasa. Tout au long de son parcours dans la ville, le tout premier gouverneur élu de l'Équateur reconfiguré est accueilli par une foule en liesse. Nous avons reçu des orientations. Entre autres, rétablir l'autorité de l'État. Je sais que d'ailleurs, je vais commencer par rétablir l'autorité de l'État, dans tout son sens. Du passage en Mbandaka, José Makila invite la population de l'Équateur à soutenir Tony Cassius Bolamba. Nous sommes tous fils de la grande famille de l'Équateur. Je vous demande ardemment de le soutenir. La remise et reprise entre le gouverneur élu et le commissaire spécial est intervenue le lundi 1er mai dans une salle pleine de monde. Occasion pour Tony Cassius Bolamba de réaffirmer sa vision pour l'Équateur. Nous avons une vision pour notre province. Parce que nous avons voyagé dans la République, nous avons vu les progrès qui ont été faits ailleurs. Je compte sur toute la population, celle ou celui qui empêchera l'Équateur de se développer, si elle empêcherait d'empêcher l'Équateur de se développer. Après les discours, place maintenant aux actes. De nombreux défis attendent Tony Cassius Bolamba, surtout en ce qui concerne le social de la population de l'Équateur. La liberté de l'information et la responsabilité du journaliste en période de crise. Ce thème a fait l'objet du colloque organisé par Journalistes en danger GED et les autres structures de médias. La clôture est intervenue hier jeudi au CEPAS à Gombe. La suite avec Nadia Koulin Foukamalala et Josène Belébélé. Du 3 au 5 mai, les professionnels des médias ont réfléchi sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés chaque jour dans l'exercice de leur profession. La liberté de l'information et la responsabilité du journaliste en période de crise, tel a été le thème développé durant le colloque organisé par le GED, un colloque qui tombe à point nommé dès lors que l'RDC se trouve dans sa phase électorale. Cette rencontre des hommes et des femmes de médias s'est soldée par quelques recommandations et les participants qui ont pris l'engagement
de respecter leur éthique professionnelle. Considérant le droit de devoir comme le fondé dans les droits des histoires et de l'anthologie de master Colombé, l'UDC qui précède, nous prenons l'engagement de respecter les promouvoirs et de mettre en œuvre les règles et principes suivants. Faire preuve de solidarité en signalant et en dénonçant tout acte d'atteinte ou de menace à la liberté de l'information. Favoriser l'accès de tous les courants d'opinion et de pensée dans les médias publics. Après cette lecture est intervenue la signature de la charte, un acte qui matérialise l'engagement des uns et des autres face à la responsabilité que devra prendre ces derniers dans le traitement de l'information en période de crise. Dans le reste de l'actualité, sachez que dans le cadre du contrat signé par VVF et l'ONG Jurisral relatif à la loi phonique dénommée AL-CRIF, entendait application de la loi et lutte contre la criminalité phonique, VVF a organisé du 3 au 5 mai 2016 un atelier de renforcement de capacité de ses partenaires membres de l'ONG précité. Objectif, le rendre plus performant dans les différentes phases de cette lutte sur terrain. C'était au cercle Elaïs à Gombe, Polydor Kaziak. Comment renforcer les stratégies de lutte contre la criminalité phonique pour que les résultats soient meilleurs? Voilà la question qui a motivé l'organisation du 3 au 5 mai par VVF de l'atelier de renforcement des capacités de ses partenaires sur la loi phonique. Un atelier qu'il faut placer dans le cadre du contrat AL-CRIF signé en 2015 avec l'ONG Jurisral. Le contrat signé avec Jurisral a été financé par le fonds de l'USAID qui est l'agence américaine pour le développement, et l'activité a consisté ici à renforcer plus de capacités des différents agents utilisés par Jurisral pour qu'ils soient encore plus efficaces dans leur mission d'appuyer l'État congolais à lutter contre la criminalité phonique. L'objectif principal du contrat est l'appui au gouvernement et à la société civile à travers, entre autres, la mise en œuvre des préventions contre le braconnage des espèces protégées. Aujourd'hui, il y a certaines espèces qui sont menacées d'extinction du fait du braconnage et du trafic illégal de produits ou de ces espèces-là. L'un des facteurs aggravants, c'est la prolifération des armes. Les modules organisés au cours de cet atelier se sont notamment rapportés à la gestion de l'information et au suivi judiciaire. Le premier point a consisté aussi la collecte de données et des informations sur la criminalité phonique. Le deuxième point a consisté à l'appui aux opérations de terrain. Le troisième point a consisté au suivi des dossiers judiciaires transférés par les agents de l'ordre au niveau des instances judiciaires. Il s'agissait premièrement de renforcer les capacités sur l'application de la loi, mais également les procédures et les techniques d'enquête, ainsi que sur les procédures de communication efficace. Au cours de cet atelier ont été évoqués les différents projets que Jurisral met en œuvre en collaboration avec certains bailleurs de fonds de VVF, ainsi que les réalisations de cette ONG dans le cadre du contrat AL-CRIF. Et parmi celles-ci, la saisie de plusieurs kilos de pointe d'ivoire et de bonobo. Le quartier Kikusa dans la commune de Ngalima est dépourvu de robinet. Pour s'approvisionner en eau potable, la population de ces coins de la capitale se sert de eau de pluie ou celle de sauce en parcourant de longues distances. Le constat est de Deborah Ntumba, José Moussangana et Jacqueline Daya. On s'est croirait dans un village. Et pourtant, il s'agit bel et bien de la capitale Kinshasa, précisément du quartier Kikusa à Sangamamba, dans la commune de Ngalima. Ici, la riche des eaux est totalement absente. En effet, en sillonnant ces coins de la partie ouest de Kinshasa, l'on se rend vite compte de l'inexistence de robinets. Conclusion, le quartier Kikusa n'a jamais été pris en compte dans l'installation de réseaux de distribution d'eau. Dans notre poste, si on va à cette région, alors on peut perdu. Et si, par exemple, en saison sèche, on prend de l'eau dans les rivières. Surprenant et ahurissant de savoir que la riche des eaux n'est jamais passée dans ce quartier, mais pénible de s'imaginer comment se comportent les résidents pour pallier la situation générée par cette absence. C'est un problème en maïs.
Nous avons des difficultés pour nous approvisionner en eau potable, cela fait bol de rêve. Nous demandons au gouvernement de remédier à cette situation. Et nous-mêmes, nous avons même créé des moyens pour avoir de l'eau propre. Plus laborieux pour d'autres, l'approvisionnement en eau potable exige des efforts supplémentaires car il faut parcourir de longues distances. La Régie des eaux a pour slogan « L'eau, c'est la vie ». De ce point de vue, cette entreprise devrait accorder la vie à toute la population par l'extension de son réseau de distribution d'eau potable. Et vous le savez certainement, l'artiste musicien congolais Jules Shungu Wemba Diodi Papa Wemba a été mis en terre mercredi 4 mai à la nécropole entre ciel et terre. Natacha Bomongo Guimawisi reviennent sur la messe qui a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Sa mémoire, suivez. À l'issue de 2 jours d'exposition au Palais du Peuple, le corps de l'artiste musicien international Papa Wemba a été acheminé mercredi 4 mai 2016 à la nécropole entre ciel et terre pour le repos éternel. Mais avant cette dernière étape des obsèques, une messe d'action de grâce a été dite à son intention en la cathédrale Notre-Dame du Congo par le cardinal Laurent Mosengo, assisté par plusieurs évêques et prêtres. C'est ici, en présence de sa famille biologique, de personnalités de tous horizons, de la famille artistique et de mélomanes venus de partout, que les derniers hommages ont été rendus à cette icône de la musique congolaise qui est Papa Wemba. Occasion aussi pour le gouverneur d'annoncer la construction d'un mausolée pour Papa Wemba sur ordre du président de la République, Joseph Kabila. Une reconnaissance qui rejoint les témoignages de ceux qui l'ont connu. Personnellement, je suis venu représenter la communauté de l'Ista pour vraiment présenter encore une fois mes très sincères condoléances à la famille, à sa famille biologique. J'ai eu à 3 reprises à les rencontrer. C'est une grande personnalité. Nous avons beaucoup à apprendre de lui, de son humilité et des différents messages qu'il nous a transmis à travers ses chansons. C'était un roi qui vient de partir. Sa volonté en Zambie, chose à simple acteur, nous avons mis metteur en scène. Il y a Pesaki, le nom est Jules Soussou. Après la messe, le cortège funèbre envahi par la foule a sillonné quelques grands artères de la capitale où certains fanatiques attendaient d'accompagner leur idole en sa dernière demeure. À la nécropole entre ciel et terre, toujours entouré des siens, Shungu Wemba Diodi a reçu les derniers adieux. Un moment d'intense émotion pour sa famille. Il est parti et ne fera plus jamais partie de ce monde, mais c'est par ses œuvres que Papa Wemba, le courroux et roi de la rumba congolaise, restera vivant sur cette terre des hommes. Et cette fois-ci, Sarah Boyeke et Viviane Kimbembi nous emmènent dans le rue du village Molokai pour constater l'ambiance après le deuil. Suivez. Une journée presque morte à Molokai, c'est jeudi 5 mai 2016, après l'enterrement de Jules Shungu Wemba Diodi, dit Papa Wemba. Les rues sont quasi désertes. Les activités n'ont pas encore retrouvé leur rythme ordinaire. Les installations aménagées pour l'exposition du corps du chef coutumier sont en train d'être démontées, même pour le catafalque. Sur les visages des villageois de Molokai s'il y a encore la tristesse. C'est très douloureux pour nous de perdre une star comme Papa Wemba. À travers ses chansons, il nous motive premièrement, nous, enfants de Molokai. Un grand star, Papa Wemba, un jour pourquoi a-t-il dit cela un peu? Donc, ma charmante Tori a la hôtel sur la Matembo, de motiver Bana Matori, le village Molokai, la vie pour un autre, et que c'est des choses. D'habitude très animé, les terrasses sont presque vides et l'on aperçoit encore le banderole des adieux à Papa Wemba ici le long des avenues, devant les parcelles, salons de coiffure et autres édifices. Triste et inconsolable, le village Molokai regrette l'illustre disparu.
Écho de la Ligue nationale de football, l'INAFoot, demain samedi. Darin Klomote Mapembe de Kinshasa va recevoir Mungano au stade de Martyr. Et puis le dimanche, le Shark Club sera face à Sangabalende à 13h30. Et puis l'Association Sportive Club sera face à Dauphin Noir à 15h30. Rencontre à suivre sur Antena, votre chaîne de référence. Et nous allons maintenant lire le journal Paris dans la capitale. C'est vendredi dans une sélection et commentaire des Dans mon mat, revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. À sa une, l'avenir mentionne Moïse Katumbi au pied du mur. Le mercenaire américain passe aux aveux. En effet, selon le ministre de la Justice, lors des interrogatoires, Loïs Darul, présent dans sa malice, s'est d'abord présenté comme un spécialiste en agriculture, venu apporter son expertise à Katumbi dans ses fermes. Ensuite, comme spécialiste dans le domaine médical, avant de révéler enfin sa véritable identité et son rôle auprès de son mentor. Les sources proches du dossier indiquent que l'Américain Loïs Darul a révélé être à la tête d'un groupe de 7 autres mercenaires américains, tous anciens militaires marines avec lesquels il s'exerçait à la fois comme garde du corps et agent de sécurité au service de Moïse Katumbi. À en croire les mêmes sources, renchérit Africa News, l'entrée de ces hommes en territoire RD congolais l'a été avec le concours de Pumba One Security, une société de gardiennage installée à Lubumbashi et dirigée par Franck Mwachila, auteur des invitations adressées à Darul et ses amis Nicholson Morris, Alan et Adams Christopher, présentés comme venus pour une mission médicale. Une autre invitation scannée avec la même signature de Franck Mwachila, alias Frank Foreman, a servi à faire venir une autre vague d'anciens militaires américains composée de Easterling, Eugene Robben, Tom Jr. Leonard O'Neill et Coleman Glenn. À en croire le même tabloïd, moins de 24 heures après l'annonce de sa candidature et l'ouverture d'une enquête judiciaire sur le recrutement des mercenaires qui sera à son service, selon le gouvernement, Moïse Katumbi a indiqué jeudi dans un tweet que sa résidence de Lubumbashi avait été encerclée par la police venue l'arrêter. Les autorités gouvernementales ont assuré de leur côté qu'aucune instruction n'a encore été donnée dans ce sens, tandis que l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a démenti l'implication de Darul Lewis, arrêté le 24 avril à Lubumbashi, dans des activités mercenaires en RD Congo. Dans un autre registre, Forum des As rapporte, suite à la tentative de déstabilisation de l'UNADEF par le dédoublement, Mondo Simba nettoie le comité politique national. L'Union nationale des démocrates fédéralistes UNADEF menace en effet de radier du parti certains membres de son comité politique national CPN accusés de manipulation et de tentative de déstabilisation du parti cher au patriarche Katangé, Charles Mondo Simba. C'est ce qu'a décidé le CPN de l'UNADEF qui s'est réuni en session extraordinaire hier jeudi à Kinshasa sous la présidence du président national du parti. Eux n'ont pas été menacés de radiation, ils ont simplement et carrément été révoqués. Il s'agit d'une trentaine de hauts cadres de l'administration publique. Le chef de l'État a signé mercredi une série d'ordonnances portant révocation des hauts cadres de l'administration publique. Ils sont près d'une trentaine de fonctionnaires de l'État à avoir subi la sanction présidentielle. Le ministère des Finances et des Affaires étrangères sont plus particulièrement concernés par ces révocations qui sont motivés, à en croire les dépêches de Brazzaville, par les faits de corruption dont se sont rendus coupables les concernés. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Ces remerciements, c'est au nom de Patrick Borel Mukendi, Claude Toumba et toute l'équipe qui nous a accompagnés ce soir. Le prochain journal, c'est demain de 7h30 avec Nadia Kounafouka Malala. 16h, les actualités en Lingala. Et je serai là pratiquement à 19h pour la grande édition du journal en compagnie de Patricia. Bonsoir chez vous.